fait une thèse vraiment qui a fait trace, qui a fait date. Et c'est vrai que la perspective de la rencontre entre la philosophie, et en particulier la phénoménologie et la clinique périnatale, est vraiment quelque chose de rare, qui a énormément séduit Bernard Goltz, et qui, quand moi j'ai pu découvrir ton travail, m'a aussi inspiré. Voilà. Donc ça fait longtemps qu'il était question que tu viennes nous présenter un état des lieux sur ce sujet. Je suis vraiment content que tu puisses nous amener la substantifique moelle de tes cogitations à ce sujet. J'interviens ici à une place un petit peu particulière. Le fait de revenir voilà, convoque aussi un petit peu de nostalgie, de fait. Donc je vous remercie, je te remercie d'avoir pensé aussi à moi. Hein. Je me réjouis vraiment d'être ici ce soir. Alors, vous en présenter la substantifique moelle, c'est ambitieux. Hein. Je vais essayer quand même de vous en dire quelque chose, de vous dire un petit peu comment la phénoménologie husserlienne et la périnatalité peuvent se rencontrer. Alors, j'ai choisi comme fil conducteur de mon intervention la question de l'origine. Ce qui, soit dit au passage, est fort original dans le champ de la périnatalité. Alors, le terme d'origine est un emprunt au latin origo, originis, qui signifie la source ou la provenance d'une chose. Le mot est dérivé d'oriri, qui signifie se lever, et surtout on l'employait à propos d'un astre. Se lever, s'élancer hors d'eux également, et naître, mais naître au sens de commencer à paraître, à se former. Alors ce qui est intéressant ici, c'est d'observer que l'origine, étymologiquement, n'est pas figée, et peut être entendue du côté du recommencement, d'un recommencement perpétuel, à l'instar du soleil qui se lève jour après jour. Alors partant de là, il n'y aurait que les imbéciles heureux qui seraient nés quelque part, comme le chantait Brassens. Ce même Brassens, qui aimait, surtout sur la fin de sa vie, se promener sur les berges du Trieux, à Lézardrieux, là où la mer et la rivière se rencontrent au rythme des marées, dans un renouvellement perpétuel. Alors, mais si l'origine n'est pas un point, un temps, un lieu identifiable, alors d'où venons-nous? Et de fait, qui sommes-nous et où allons-nous? Quelques années plus tôt, dans une symétrie géographique, là où l'Avenne rencontre la mer, donc Gauguin a découvert la Bretagne. S'il existe une parcelle de vérité dans ce que nous, les psychanalystes, avançons, les artistes et les poètes l'auront dit avant nous. Ce propos, vous le connaissez, c'est un propos de Donald Winnicott. Donc, nous pourrions nous laisser aller à la contemplation de l'œuvre de Gauguin, mais je crois que ça ne rentre pas dans le cahier des charges de ce soir. Alors, d'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? De Brassens à Gauguin, du Trégor à la Cornouaille, de la moitié du siècle précédent à la fin du XIXe, originaire de Sète ou de Paris, l'histoire s'écrit dans les voyages, les pérégrinations, les migrations personnelles et collectives, si bien que la détermination d'une origine semble être une entreprise bien hasardeuse. Alors, peut-être qu'alors, si l'origine se présente comme une forme de renouvellement permanent, faut-il s'intéresser à la manifestation même des choses pour espérer en saisir quelque chose de son mouvement, de l'essence de son mouvement. La phénoménologie, en proposant de faire ce retour aux choses elles-mêmes, se présente dès lors comme une voie
offrant la possibilité d'une traversée originale, et ce, notamment dans ce temps périnatal. Pour autant, vous l'aurez compris, rien n'est définitif. J'ai donc fait des choix pour essayer de vous faire part de ce que la phénoménologie, et plus spécifiquement la phénoménologie husserlienne, peut apporter au travail dans le champ de la périnatalité. Cependant, et pour être plus précis, il faudrait nuancer et davantage parler de la façon dont peuvent se rencontrer la phénoménologie et la périnatalité. En effet, et c'est là un point important, la périnatalité, le bébé, convoque des questions épistémologiques, méthodologiques fortes, qui amènent à remettre notamment en question le paradigme scientifique moderne, actuel et traditionnel. Donc, dans un premier temps, je m'attacherai à revenir sur l'émergence de la psychologie et le contexte scientifique dans lequel elle a vu le jour et qui aujourd'hui rencontre certaines limites, et ce notamment afin de montrer l'intérêt de la phénoménologie. Dans un deuxième temps, et après avoir observé la concordance de travaux dans le champ de la phénoménologie, de la psychologie périnatale et la théorisation phénoménologique, l'approche phénoménologique nous conduira davantage vers la clinique et le développement d'une conscience parentale du bébé. Alors, le 9 avril 1888, Théodule Ribot donne sa première leçon au Collège de France sur la psychologie contemporaine. La psychologie a désormais une chaire et Ribot, philosophe de formation, est considéré comme le père de la psychologie scientifique française. Et pourtant, malgré l'importance de son œuvre, malgré l'importance de ses positions institutionnelles, Ribot a été perdu dans les méandres de l'histoire scientifique. Au Collège de France, les archives Théodule Ribot sont contenues dans une chemise A4 d'à peine plus de 2 cm d'épaisseur, et erreur funeste, il y a un portrait, mais ce n'est pas le bon Théodule Ribot. C'est Théodule Ribot, donc c'est son homonyme, mais Théodule Ribot, le peintre. Donc Théodule est né à Guingamp le 18 décembre 1839. Je vous avais dit que Guingamp recelait un certain nombre de mystères. Je ne vais pas revenir ici en détail sur sa biographie. Je vous invite à consulter l'excellent livre de Serge Nicolas, donc, qui est de la maison, paru chez l'Harmattan en 2005 et qui s'intitule « Théodule Ribot, philosophe breton, fondateur de la psychologie française ». Il a également mis un certain nombre de choses en ligne, donc il a un site Google, vous pourrez le retrouver aisément. Voilà. Alors, cependant, je ne peux faire autrement que de vous livrer un certain nombre d'éléments qui permettent à la fois de camper un petit peu le personnage, mais surtout de comprendre l'importance de son œuvre dans l'émergence de la psychologie et dans l'évolution de la psychologie française. Alors, Théodule, fils de pharmacien, a grandi à Guingamp dans une bourgeoisie mi-rurale, mi-urbaine, progressiste, républicaine. C'est un fait important. Après avoir rompu avec des ambitions paternelles, il quitte Saint-Brieuc, là où il a fait son lycée et où il a travaillé dans l'administration pendant un temps. Et donc, il quitte Saint-Brieuc pour Paris, où il va intégrer Normal Sup en 62 et obtenir l'agrégation de philosophie en 66. Dans les deux cas, c'est à noter, il lui aura fallu 2 tentatives donc, pour rentrer à Normal et pour obtenir l'agrégation de philosophie. Il est nommé entre-temps professeur de philosophie en lycée, à Vesoul puis à Laval. Et ces périodes-là, Vesoul et Laval, sont des périodes d'intense lecture
de philosophes, psychologues anglais, et notamment de John Stuart Mill et de Herbert Spencer. Il les lit dans le texte, il les traduit, et il aura même une correspondance avec Spencer. En 70, qui est également l'année de la mort de son père, il avait perdu sa mère à l'âge de 8 ans, ça c'est pour la petite histoire, il publie un ouvrage majeur qui s'intitule « La psychologie anglaise contemporaine ». Donc, ouvrage majeur dans l'œuvre de Ribot, mais aussi ouvrage majeur dans l'histoire de la psychologie. Je cite, « Notre dessein est de montrer que la psychologie peut se constituer en science indépendante, de rechercher à quelles conditions elle le peut, et de voir si, chez plusieurs contemporains, cette indépendance n'est pas déjà un fait accompli. Au premier abord, je le sais, cette proposition peut paraître inacceptable. La psychologie n'est-elle pas la base de la philosophie et son objet d'étude le plus constant, sinon le plus ancien? Comment les séparer? Il y a là une équivoque qu'il faut résoudre. » Donc, dans ce texte, Ribot va s'opposer à la psychologie spiritualiste et ses méthodes subjectives comme l'introspection. Il prône une approche scientifique et expérimentale des faits psychologiques et va poser les bases d'une psychologie existant en dehors de la philosophie, d'une science autonome et expérimentale qui a sa méthode propre et qui ne peut être confondue avec la métaphysique. Il ira plus loin en posant les bases d'une division scientifique de la psychologie en une psychologie générale, comparée et pathologique. En 1973, donc en 1873, il soutient sa thèse de philosophie, donc, qui traite de questions psychologiques appréhendées au moyen d'une nouvelle méthode considérée comme plus scientifique. Sa thèse a un retentissement international. Hein. On dénombre 11 éditions de l'ouvrage en France, 10 éditions dans sa traduction anglaise et aux États-Unis et diverses traductions annexes. Après sa soutenance, il renouvelle un congé d'inactivité qu'il avait pris donc au préalable et poursuit notamment ses visites d'hôpitaux commencées depuis son arrivée à Paris. Et on le retrouve sur le tableau d'André Brouillet. Je ne sais pas si vous voyez ce tableau, une leçon clinique à la Salpêtrière, donc qui met en scène Charcot. Hein. Charcot, avec lequel il se lia d'amitié. Voilà. 1974, il publie La psychologie allemande contemporaine, donc même chose, hein. Il lit dans le texte, il traduit, il a des correspondances. La psychologie allemande contemporaine, principalement inspirée des travaux de Fechner et de Wundt. 1976, date importante, il va fonder et diriger la revue philosophique de la France et de l'étranger, qui existe encore à l'heure actuelle. 80, je passe un peu vite, hein, 80, il va rédiger une série d'articles sur la mémoire et publier les maladies de la mémoire. La loi de la régression est a priori encore enseignée. De 85 à 88, il enseignera à la Sorbonne avant qu'en 88, tournant majeur, on le sollicite pour occuper une chaire, donc une chaire de psychologie expérimentale et comparée au Collège de France. Et il est sollicité notamment par un autre intellectuel majeur de son époque, qui est Ernest Renan. J'en parlerai après. Théodule occupera cette chaire jusqu'à son départ à la retraite en 1901 et il décédera en 1916. Donc il travaillera pratiquement jusqu'à sa mort et publiera aussi dans sa revue jusqu'à sa mort. Alors, je vous disais que la nomination de Ribot au Collège de France avait été soutenue par un autre intellectuel majeur du 19e, qui est Ernest Renan. Ernest Renan est né le 28 février 1823 à Tréguier, dans les Côtes du Nord, distant d'une trentaine de kilomètres de Guingamp.
et il est mort le 2 octobre 1892, à savoir que Renan a eu des funérailles nationales, ce qui illustre l'importance du personnage à l'époque. Il avait la stature d'un Hugo au XIXe. Donc, il est l'aîné de Théodule. Alors, de fait, bien que cela demeure de l'ordre de la supposition, mais on peut se dire que ses idées et que sa vision scientifique ont pu influencer le père de la psychologie scientifique française. Cependant, le lien entre Ribot et Renan demeure mystérieux. En effet, si leur famille avait des liens en Bretagne, aucun document n'atteste d'une relation étroite entre les deux hommes. Et c'est d'autant plus surprenant que la correspondance de Renan est réellement abondante. Alors, Renan, très tôt dans sa formation, c'est-à-dire au petit séminaire de Tréguier, a été éveillé à la science. Il vouera ainsi, tout au long de sa vie, une constante reconnaissance à l'égard de ses maîtres de Tréguier pour l'éducation mathématique forte qu'il a reçue. Je vous invite à ce titre à lire les souvenirs d'enfance et de jeunesse de Renan, dans laquelle il se raconte, mais dans laquelle il raconte aussi son époque. Et c'est très bien écrit, de surcroît. Vraiment, pour le coup, c'est... En plus, je pense que dans les dîners en ville, Alors, Renan, que l'on destine à la prêtrise, quittera Tréguier à ses 15 ans pour Paris et passera par différents séminaires, ici, Saint-Nicolas, du Chardonnay, Saint-Sulpice. S'il se découvre philologue au cours de ses études, il va également renoncer à la vie sacerdotale et développer une vision scientifique qui va marquer son époque. Alors, les exigences de Renan sont précises, concrètes. Il va opérer une scission avec la théologie. La raison prend le pas sur le surnaturel religieux, mais également la métaphysique. Pour autant, Renan maintiendra ou soutiendra le maintien d'un lien entre philosophie et science. Annie Petit, dans un article que vous trouverez dans Mémorial Renan, donne une description de la conception rhénanienne de la science assez intéressante. Tout d'abord, il s'agit d'une science conçue comme activité intellectuelle de l'homme, une tentative pour élargir le savoir rationnel, un effort spéculatif pour savoir la raison des choses. Et dans un deuxième temps, Renan y considère également une nécessaire spécialisation des sciences, et donc une diversité, mais c'est là tout le génie de Renan, sans que cette spécialisation ne soit cultivée pour elle-même, ni qu'elle fasse oublier que le travail intellectuel est avant tout une culture spirituelle. Rien d'étonnant, alors, quand Renan pointe l'enjeu majeur de l'instruction et préconise la nécessité de joindre des études littéraires et scientifiques. Mais également, et ça m'a beaucoup fait rire quand je l'ai découvert, lorsqu'il décrit l'activité scientifique incompatible avec une activité d'enseignement. La science est une profession à part entière qui nécessite tant une indépendance d'esprit qu'une indépendance dans ses positionnements institutionnels. Peut-être que c'est une idée à soumettre à notre ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors, est-ce que la conception de la science développée par Renan n'est pas au fond pour lui une façon d'endosser un sacerdoce à sa mesure? On peut se poser la question. Renan, par ailleurs, apparaît comme profondément humaniste, préoccupé par l'humanité, ses origines, son devenir et son unification. Et les sciences, et là c'est un point important, travaillent dans cette perspective d'unification de l'humanité. Et si l'œuvre de Renan participe de ce travail, son engagement également politique, il s'est présenté entre autres à la députation de la Seine-et-Marne, illustre ce souci pour la vie de la cité. En 70, après la défaite, donc en 1870, après la défaite face à la Prusse,
il fit partie de ces intellectuels qui remirent en question le système universitaire français, pensant que la défaite n'était pas uniquement d'ordre militaire, mais aussi d'ordre scientifique. Donc, cette science, comme levier du progrès social, se retrouve également chez Ribot, et c'est un point clé dans cette conception scientifique de l'époque. Une science comme levier du progrès social. Nous, chercheurs, défendons une cité future où le progrès nous semble devoir être indéfini, où régneront sans effort conscient la justice et la fraternité, où la maladie aura disparu, où la mort aura reculé jusqu'à n'être plus qu'un repos librement accepté, où chaque existence humaine se déroulera dans l'harmonie et la beauté. On fait un bond dans le temps. Cette citation, elle provient d'un discours tenu par Jean Perrin, père de Francis, alors pas l'acteur, les physiciens, à l'occasion d'un meeting du Rassemblement pour la paix tenu en 1938. Jean et Francis Perrin, donc physiciens tous les deux, firent partie de ce petit groupe qui comptera aussi bien des scientifiques, des mathématiciens, des historiens, des artistes, que des hommes politiques, et que l'on appela le groupe de l'Arc Ouest ou Sorbonne-Plage. Les Curie, Joliot-Curie, donc Marie, Frédéric, Irène, Pierre-Auger, pour ne citer qu'eux, en firent partie. Ce sont autant de personnalités éminentes convaincues par la science et le progrès auquel ils participent activement. On y trouve aussi des industriels comme Eugène Schueller, donc le papa de Liliane et de L'Oréal. Ce groupe s'est constitué dans le sillage de Louis Lapique, donc qui était médecin, et de Charles Seignobos, un historien. Seignobos et Lapique venaient régulièrement voir à Port-Blanc, donc distant d'une dizaine de kilomètres de Tréguier, un ami avec lequel ils avaient pu se lier durant leurs études à Paris, un certain Anatole Lebras. Anatole Lebras, 1859-1926, est un professeur de lettres, écrivain, poète. À ce titre, je vous invite à lire ses célèbres Légendes de la mort. Et Anatole Lebras eut lui-même une relation étroite avec Ernest Renan. En même temps qu'il rejoignit en 1899 l'association des Bleus de Bretagne, de laquelle a été vice-président en 1902 Théodule Ribot, soutenant notamment l'érection de la statue d'Ernest Renan en 1903 à Tréguier, l'érection de la statue qui a été un événement majeur dans la vie politique française, puisqu'elle a préfiguré la loi de séparation de l'État et de l'Église. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'observer ces différentes ramifications et d'observer comment elles illustrent une science de l'époque qui s'est développée de manière transversale, aussi bien dans les milieux littéraires que dans les sciences dures. On observe des parois perméables et probablement que ça donnait lieu à des dialogues féconds et porteurs d'espoir, pour le coup, pour cette science en devenir. Deux guerres mondiales et un génocide plus tard, la première bombe atomique de l'histoire était lancée. Donc Hiroshima, Nagasaki, comment le petit groupe de l'Arc Ouest qui avait contribué à la marche scientifique qui allait aboutir à la construction de ces bombes a-t-il pu réagir? Édouard Launay, dans son très bon livre Sorbonne-Plage, questionne cette issue fatale. Ces personnes éminentes et leurs familles formaient en Bretagne une communauté d'humanistes. Tous se battaient pour la paix, la justice sociale, le progrès humain, la liberté. Ces hommes et femmes, pour qui la presqu'île était un lieu de ressourcement, de loisirs autant que de ressourcement, ont longtemps cru que l'alliance des arts et des sciences produirait un monde meilleur, plus juste, étaient convaincus que le progrès scientifique induirait le progrès social. Voyez déjà pour certains l'énergie atomique couvrir la planète de multiples bienfaits.
l'atome n'aura pas couvert la planète de multiples bienfaits et se présente aujourd'hui davantage comme une menace, et ce, aussi bien qu'il s'agisse d'un usage militaire ou civil. Alors, la psychologie, fille du 19e, née principalement au carrefour et dans le sillage de la philosophie et de la médecine, tout en étant l'héritière plus ou moins indirecte d'autres disciplines comme les sciences physiques, les sciences naturelles ou encore la théologie, a donc vu le jour en tant que discipline, a fortiori en tant que discipline scientifique, dans ce contexte. De fait, elle en véhicule les idéaux et les fractures. En 2006, vous vous souvenez, Pas de zéro de conduite refuse les concepts, les méthodes et les conclusions du rapport de l'INSERM sur les troubles des conduites chez l'enfant et l'adolescent. Comme a pu, entre autres, le souligner Roland Gori, cette expertise tendait à biologiser les souffrances psychiques et sociales, à prescrire la recomposition des métiers du soin et de l'éducation dans un sens plus sécuritaire, tendant à faire des professionnels les instruments d'un pouvoir qui traite l'homme en instrument. Alors, ce rapport de l'INSERM, il renvoie également à une vision d'un homme fragmenté et fragmentable, décortiqué et décorticable, quantifié et quantifiable, à l'instar de ces bébés, dont en fonction de certains paramètres, on peut prédire ou non qu'ils deviendront délinquants. La condamnation est sans appel, froide et déterministe, reposant sur des prédictions scientifiques solidement établies par des experts tout autant incontestables. Cependant, n'oublions pas, comme a pu notamment le rappeler Bernard Gols à maintes fois, que prévenir n'est pas prédire et que la science n'est pas un art divinatoire. Alors, cette conception et façon de faire de la science, soutenue par une certaine vision du monde, tend progressivement à se débarrasser de toute humanité et plus largement du vivant, réduisant le plus souvent le progrès au développement technique et technologique. L'incertain, l'imprévu, le doute ne sont plus supportables. L'autre, dans ce qu'il a de particulier, de singulier, est ignoré ou nié. Il faut contrôler. Et ça, on l'observe quotidiennement. C'est générateur de violence et de souffrance. Aussi, on ne peut pas faire l'économie d'interroger la psychologie à cet endroit. Et d'autant plus que la psychologie française est probablement, selon Alexandre Dorna, une des disciplines des sciences humaines et sociales qui souffre le plus de l'emprise des sciences naturelles. En effet, malgré l'effort conceptuel de Lagache après la Seconde Guerre mondiale pour sauvegarder une unité d'âme de la psychologie, la nouvelle génération, sous les encouragements des scientifiques arrivés avec le plan Marshall notamment, s'est mis à refonder les SHS sur des bases empiriques et des procédures statistiques de validation. Freiss, qui est aussi passé, me semble-t-il, par cette maison, en est un exemple. L'idée de progrès qui était défendue et soutenue par Renan, par Ribot et encore même par le groupe de l'Arquest n'est plus celle d'aujourd'hui. Tout ça pour en arriver au fait que l'histoire, la psychologie, son éclatement et ses dérives nous conduisent à l'heure actuelle à reconsidérer cette rupture d'avec la philosophie. Alors, à reconsidérer cette rupture d'avec la philosophie épistémologiquement, mais aussi éthiquement, il semble à l'heure actuelle difficile de faire l'économie de ce retrouvaille. Et ce, d'autant plus dans le champ périnatal. Les bébés que nous observons et avec lesquels nous travaillons ne cessent de dire qu'ils ne sont pas ces sujets modernes, pensants et parlants, cartésiens, et que ce n'est pas pour autant qu'ils n'existent pas. D'où la phénoménologie. Donc Husserl. Husserl est né en Moravie en 1859 et mort à Fribourg en 1938. Avant son intérêt pour la philosophie, il a fait des études d'astronomie, mais surtout il excelle dans les mathématiques. Son intérêt pour la philosophie viendra notamment, ou sera avec Franz Brentano.
intérêt pour la philosophie et aussi pour l'intentionnalité. À noter que Franz Brentano, donc 1838-1917, a été également l'un des professeurs de philosophie de Freud, et que Freud aurait envisagé, aurait eu l'intention de faire une thèse de philo avec lui. Le monde est petit. 23 et 25 février 1929, Husserl, invité à la Sorbonne, donne dans l'amphithéâtre 4 conférences sur l'introduction à la phénoménologie transcendantale. Alors dans son introduction, après avoir souligné l'importance et la limite de la pensée de Descartes, il en vient à évoquer la nécessité d'un recommencement radical en philosophie. Il évoque à ce titre l'état de division dans lequel se trouve la philosophie, son activité désordonnée, sa perte d'unité, son état de décadence depuis le milieu du XIXe. Donc, vous faites les liens notamment avec Ribot, Renan. La perte de foi en une culture nouvelle et autonome, guidée et éclairée par des vues scientifiques, et l'absence de collaboration entre les philosophes. Quelques 22 années plus tôt, en 1907, Husserl, en proie à une crise tant théorique que personnelle, donne 5 leçons à l'université de Göttingen qui déboucheront sur l'idée de la phénoménologie. Dès la première leçon, il va donner le ton que prendra par la suite sa démarche. Son ambition n'est ni plus ni moins qu'une critique de la connaissance. Et il pose, en ce sens, d'emblée le problème de la donation du monde et de l'attitude d'esprit naturelle qui ne sont pas interrogées. C'est-à-dire que les choses vont de soi, elles n'étonnent pas même leur existence. À partir de ce perçu, non questionné, s'élaborent des jugements, des propositions, des lois. Autrement dit, via cette perception naturelle, l'homme établit sur la base de cette perception des considérations qu'il appelle connaissances. Husserl va poser littéralement la question de la possibilité de connaissance et s'attachera tout au long de sa vie et de son œuvre à essayer de résoudre cette question, qu'est-ce que connaître et comment connaître. Le projet de la phénoménologie consiste à tenter de sortir de l'impasse dans laquelle nous place l'attitude naturelle. Donc Husserl n'entend pas donner une nouvelle vision du monde, mais revenir à la manifestation même de ce monde. Il inaugurera, dans la continuité du cheminement cartésien, et à travers ce qu'il nomme l'époquée, une recherche du fondement transcendantal de la connaissance. Donc plus qu'une philosophie, Husserl, ce qu'il va proposer, c'est une méthode. Méthode de la réduction transcendantale qui passe par l'époquée. Alors, l'époquée, il faudrait pouvoir en dire plus, mais si ça vous intéresse, je vous invite à le lire. L'époquée est à distinguer du doute, et peut être définie comme un geste de mise entre parenthèses, un geste de suspension de jugement, d'interruption du cours des pensées et des activités habituelles. De la même façon que Descartes, dans le doute, va découvrir le cogito, Husserl, dans l'époquée, dans la réduction transcendantale, il va découvrir une subjectivité transcendantale, le sujet transcendantal. Il le découvre sur un mode apodictique. C'est-à-dire que l'apodicticité, c'est une forme d'évidence au carré. C'est évident que c'est évident. Alors, la pensée husserlienne a pu être taxée d'égologique, faisant de l'intersubjectivité un appendice d'une pensée de l'ego. Il n'en est absolument rien. L'intérêt de Husserl pour l'intersubjectivité intervient très tôt dans son œuvre et continue tout au long de ses travaux. Alors, aborder l'intersubjectivité chez Husserl peut commencer à se faire
par la reconnaissance de la primauté de l'autre. La primauté de l'autre va nécessiter de découvrir cet autre. Il n'y a pas de primauté sans découverte. Poser l'autre sans l'avoir découvert revient à faire de cet autre n'importe qui. Or, n'importe qui ne peut pas être l'autre puisque c'est n'importe qui. Alors, quand bien même est-ce un étranger. L'étranger est toujours un autre. En définitive, chez Husserl, le « qui es-tu » interroge avant le « qui suis-je ». Et la phénoménologie est une voie qui tend vers l'objectivité de l'autre. Elle y tend en s'interrogeant sur cette possibilité de le connaître, mais aussi sur la possibilité de le rencontrer, comme en témoigne la place centrale de l'empathie dans l'œuvre de Husserl. Alors, très tôt, il va se confronter à la difficulté de l'unification de deux subjectivités distinctes et irréductibles. C'est le problème de ce qu'il appellera la constitution. Il va sortir de cette impasse en faisant de l'autre un alter ego. Il nous faut voir comment, dans quelles intentionnalités, dans quel système, dans quelle motivation, le sens de l'alter ego se forme en moi et, sous les diverses catégories d'une expérience d'autrui, s'affirme et se justifie comme existant et même à sa manière comme m'étant présent à lui-même. Alors, il y a une terminologie qui n'est pas forcément évidente chez Husserl, donc c'est pas facile de vous faire part de sa pensée. Ça me fait penser un petit peu à la terminologie lacanienne, hein, des terminologies de Matteux très spécifiques, très rigoureuses, qui nécessitent une appropriation en revenant aux textes eux-mêmes. Alors, Husserl va emprunter à Lipse le terme d'Einfühlung, donc d'empathie, sans pour autant adhérer à sa théorie. Il va se démarquer notamment du raisonnement par analogie que l'on retrouve chez Descartes, qui fait des spectres de la rue des hommes d'après une analogie d'attributs vestimentaires et le jugement afférent, c'est-à-dire qu'il refuse le raisonnement qui consisterait à déduire x d'après un rapport de proportion mathématique tel que a sur b égale c sur x. Il emploiera quand même le terme d'analogie dans une autre perspective et au sein de la perception analogique. La perception analogique est entendue non pas comme un acte de l'entendement, mais comme parung. Parung peut se traduire par couplage, appariement ou encore accouplement. Cet accouplement ne se fait pas sur le mode de la transposition intellectuelle dans la rencontre, mais s'enracine dans la chair. Il y a deux termes en allemand pour désigner le corps. Il y a le Körper, ce qui m'apparaît, et Leib, la chair, le corps vivant animé. Husserl fait de l'expérience corporelle un axe central de l'empathie et de l'intersubjectivité. L'autre vient dans la présentation, c'est-à-dire dans la présence effective, réelle de l'autre. C'est-à-dire qu'il faut une expérience perceptive de l'autre pour qu'il apparaisse à ma conscience. Cet appariement se fait généralement à l'insu du sujet dans une synthèse, ou ce qu'il appellera une genèse passive. Or, à cette apprésentation passive, immédiate et perceptive qui fonde la relation à l'autre, vient naturellement s'adjoindre une activité consciente, mentale, imaginative, parfois volontaire, qui empêche l'accès à l'autre de par son caractère fondamentalement média. Le nom moi est pris dans l'extension du moi, dans le comme si. Alors, après cette vue rapide de l'entreprise phénoménologique, je vais me tourner un peu plus du côté de l'intersubjectivité dans le champ de la psychologie périnatale. Alors, le temps passe et je voudrais en venir un peu plus à la partie clinique, donc je vais aller assez vite sur cette partie. Alors, pour vous dire qu'il y a un certain nombre de travaux
sur le bébé et l'intersubjectivité en période périnatale, qui arrivent à des observations et des résultats qui concordent avec cette conception husserlienne de l'intersubjectivité. En psychanalyse, en psychologie développementale, notamment, on peut observer que l'intersubjectivité est définie comme ce processus de liaison qui s'articule entre l'intra et l'inter. Hein? Que ce processus de liaison est mis en œuvre dans un rapport des corps. J'emprunte ici l'expression à Ophélia Avron, hein, qui nécessite un effet de présence. Dans les travaux en psychologie, vous trouverez l'ensemble des travaux sur la sociabilité naturelle du nourrisson, la spécificité de la réaction du nourrisson face à un autre humain comparativement à celle face à un objet, etc., qui illustrent qu'il se passe quelque chose de singulier dans le rapport des corps. Dans la conception phénoménologique, les corps en présence accèdent à l'intersubjectivité et par extension à l'empathie par la perception analogique, et ce transfert s'opère sur la base d'une perception du corps qui permet comme une résonance au niveau de la profondeur de la chair. Là encore, on trouve dans le champ de la psychologie, alors je pense ici aux travaux notamment de Field et Wicker, mais aussi de Goldman et Sripada, qui parlent de résonance sans médiation, hein, notamment dans des travaux sur l'imitation et la discrimination d'expression faciale. Et plus en avant, il y a l'ensemble des travaux en neurobiologie, hein, que l'on pense aux neurones miroirs ou aux oscillateurs adaptatifs, entre autres, qui montrent que le bébé est connecté, du moins qu'un être humain est connecté en permanence sur le monde extérieur. Enfin, vous trouverez aussi un certain nombre de travaux comme ceux de Rocha qui montrent qu'un bébé est capable de distinguer une auto d'une hétéroperception. Hein? Donc, la phénoménologie husserlienne peut se présenter comme un référentiel théorique et expérientiel intéressant en ce sens. Alors, pour autant, qu'est-ce qu'il en est avant, en prénatal ? Donc la question de départ consisterait à se demander si le fœtus présenterait une organisation minimum qui lui permette d'être ce sujet de l'intersubjectivité. Alors, les différents travaux sur le fœtus démontrent en effet qu'il présente un équipement, si je puis dire, de base au regard de ses compétences sensorielles et de sa sensibilité à l'influence de l'environnement maternel notamment, et des diverses habituations également qu'il peut faire. Alors, l'intersubjectivité en prénatal, il est difficile de l'observer du côté du fœtus. Cependant, toute conscience est conscience de quelque chose. Avec Husserl, la conscience repose sur la notion d'intentionnalité. En d'autres termes, il n'y a pas de conscience vide. La conscience vise toujours un autre que soi. Et son existence même de la conscience repose sur cet autre. On voit là du coup comment, du même coup, l'intentionnalité nous sort aussi du solipsisme, tout en faisant de l'autre une prémisse, entre guillemets, à ma conscience. Donc l'exploration de l'intersubjectivité en prénatal peut être faite non pas du côté du fœtus, mais du parent. En d'autres termes, en suivant ce raisonnement, nous pouvons supposer que le fœtus devient sujet de l'intersubjectivité à partir du moment où le parent développe une conscience de celui-ci comme alter ego, au même titre que soi. En d'autres termes, nous allons nous demander comment émerge une conscience parentale du bébé. Pour ce faire, j'ai exhumé donc ma recherche de doctorat, retour en quelque sorte à une autre origine, une origine plus personnelle. Donc,
Au sein de cette recherche, j'ai suivi 13 familles du 3e mois de grossesse au 3 mois du bébé. Donc, travail essentiellement qualitatif, 3 mois de grossesse au 3 mois du bébé, pendant 9 mois. Donc, travail qui n'a pas de significativité statistique, puisque employant une méthodologie essentiellement qualitative. Mais je ne vais pas en faire la promotion ici. Donc, je vais ici reprendre plus particulièrement ce qui a pu en être d'observations effectuées après la première et la deuxième échographie chez des futures mères, afin d'essayer de vous montrer comment peut s'élaborer cette conscience parentale du bébé. Alors, l'un des intérêts ici est de s'attacher à des temps aussi peu explorés. En effet, beaucoup d'études en prénatal se centrent sur le dernier trimestre de grossesse ou sur les 2 premiers de manière rétrospective. Il y a peu d'études sur les 2 premiers trimestres de grossesse. Par ailleurs, j'ai utilisé dans ce cadre-là une technique qui est l'entretien d'explicitation. Technique développée par Pierre Vermeersch, qui s'enracine en partie théoriquement dans la phénoménologie, et qui consiste à ramener un état de conscience dans une disposition qui s'appelle l'évocation. Enfin, je vais vous faire part de femmes pour lesquelles la grossesse s'est déroulée sans embûches et qui par conséquent ont développé de manière plus significative que d'autres cette conscience de l'existence du fœtus. Alors, donc les recueils des données ont été effectués entre la 12e et la 14e semaine et la 25e et 27e semaine de grossesse. Alors, après l'échographie des 12 semaines, lorsque ces discours sont repris pas à pas, ce qui apparaît tout d'abord, c'est la disposition dans laquelle ces femmes sont avant l'échographie. Et notamment lorsqu'elles sont en salle d'attente. Alors il faut bien, peut-être qu'il faut que je précise, qu'à travers l'explicitation, on va se centrer sur l'action et sur le déroulement concret des choses. Alors, le dénominateur commun, c'est l'impatience. Impatience de savoir si tout va bien d'un point de vue médical, mais également impatience de voir le bébé, l'échographie. L'autre dénominateur secondaire, mais non sans importance, c'est la sérénité. Voilà, donc elles font part d'un état d'entre-deux, impatiente et sereine à la fois, une forme de douce excitation. Il peut s'agir également d'un moment de partage avec le conjoint. À noter que l'aménagement et l'organisation du cabinet, a fortiori de la salle d'attente, en un mot la chaleur du lieu, reviennent comme des facteurs d'apaisement, de la même manière que la relation avec le gynécologue. Alors, les récits sont succincts généralement sur les échanges avec le praticien avant l'échographie. Donc, on arrive à l'échographie. Après une courte description de l'endroit de laquelle se dégage une impression de cocon, elles peuvent même employer le terme, surgit à nouveau l'importance de l'aménagement du lieu. Elle s'installe, le praticien met le gel et l'image apparaît. Alors, l'image apparaît sur l'écran avant qu'elle ne se l'approprie. Il n'y a en aucun cas un transport immédiat suite à l'apparition de l'image. Les récits font part généralement d'une constitution progressive de cette image de bébé, soit selon ou en suivant les commentaires du praticien, soit au détour d'un mouvement, par exemple, du fœtus. Et puis, il y a ce moment, sorte de déclic, où tout se met subitement en place et où apparaît le bébé, leur bébé, dans sa globalité, pourra dire l'une d'entre elles. Et là, il semble se produire un basculement.
le monde des mots se tait très clairement. Les récits soulignent tous avec force un moment de basculement vers un ailleurs indescriptible que 3 mots qualifient: émerveillement, bonheur, flottement. Les 2 premiers termes, l'émerveillement et le bonheur, sont récurrents. Et l'accent est encore plus et davantage mis sur cette notion d'émerveillement. Moment d'isolement, l'extérieur est mis entre parenthèses. Et là, je crois que j'ai zappé Fred. J'étais vraiment dans mon bonheur, nous dit Julie. Cette coupure, elle va essentiellement se matérialiser par la mise entre parenthèses du conjoint. Ce qui indique aussi que ces femmes vivaient cette expérience avec leur conjoint. Moment de mise entre parenthèses, l'attention est tout entière dirigée vers leur bébé. Elles sont happées, ou comme happées par l'image, et ici, le terme de communion se prêterait assez bien à l'expérience vécue. Il n'y a pas d'indifférenciation. Au contraire, l'état dans lequel elles sont laisse place à une altérité qui se crée dans la relation visuelle avec ce bébé. Alors, l'image ne met pas seulement en scène la représentation au sens d'image d'un bébé, quand bien même est-ce leur bébé, ou bien dans le terme de bébé, il faut aussi entendre cette idée d'être vivant, voire de personne. Et le bébé est apprécié de manière corollairement, si je puis dire, au fait qu'il est vivant, qu'il renferme la vie. J'ai vu le début d'une vie, en fait, conflit Clémence. Donc l'image renverrait donc au bébé, mais aussi à la vie et à ce qu'elle a d'incroyable. Le recours à la magie de la nature, au miracle de la nature, est aussi fréquent. Il faut aussi souligner que la vie paraît être en partie attribuée au fait que le bébé bouge sur la base de ses mouvements. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle relativise l'écoute du cœur. L'écoute du cœur semble est un facteur supplémentaire qui va contribuer à la prise de conscience du bébé, mais de manière extrêmement secondaire. Alors, on peut observer des disparités, et notamment des disparités entre des femmes qui font le lien entre le bébé qui est sur l'image et le bébé qui est dans le ventre. C'est-à-dire que ce lien n'est pas forcément évident. D'où on peut se dire aussi les précautions qui sont à prendre. Donc ce n'est plus un bébé, mais c'est leur bébé. Et la nuance est ici essentielle, puisque ça va contribuer à modifier et l'investissement de la grossesse et l'investissement du bébé, de ce bébé qui va se trouver progressivement personnifié. Cet état, l'état dans lequel elles sont, il va durer, il va se prolonger jusqu'après la sortie du cabinet. Ça a pris un moment, parce qu'après, en parlant du gynécologue, il a pris des mesures, mais j'écoutais plus trop, j'étais dans l'image. Alors, cette échographie, elle amène à considérer différents points. Le premier, c'est une confirmation de grossesse, mais au sens de, non pas d'être enceinte, mais de celui d'attendre un enfant. Donc, c'est un point important parce qu'il va entraîner une décentration de la femme vers le fœtus et par là conditionner un investissement de l'enfant et déterminer notamment la mise en place de comportements de protection. Toutes disent après l'échographie être soucieuses par exemple du bien-être du bébé ou s'interroger sur celui-ci. Marie nous dit « Je cherchais à savoir si ma grossesse se déroulait normalement et maintenant c'est comment lui va se développer à l'intérieur, quels sont ses besoins ». Deuxième point, elles sont fières. C'est la fierté. Sentiment difficile à circonscrire, fierté d'avoir fait ça, mais
plus du côté de l'incroyable, de l'incrédulité, et puis fierté de devenir maman. Troisième point, c'était des primipares, oui, pardon, toutes primipares. Troisième point, elles vont être rassurées au niveau médical. Donc rassurées du point de vue des fausses couches, des angoisses de fausses couches, et quant à la normalité, à la viabilité du fœtus. Encore une fois, ça va contribuer à investir d'autant plus cet enfant. J'avais l'impression d'être enceinte sans plus aucun risque, qu'il n'y avait plus qu'à le couver maintenant. C'est tôt, hein, c'est à 3 mois. Quatrième point, possibilité d'officialiser plus largement la grossesse. Généralement, ces femmes l'avaient déjà annoncé dans la sphère familiale proche. Et là, ça permet de l'officialiser socialement. Et dernier point, c'est l'idée d'avancée progressive dans la grossesse et donc dans la prise de conscience de l'existence du bébé, voire dans la relation à celui-ci. Toutes mettent l'accent sur l'idée d'une construction ou d'une élaboration graduelle dans lesquelles rien n'est figé et où le doute, l'incertitude sont présents. Et ça va permettre notamment de créer... Alors, est-ce qu'on peut parler d'une relation? Je pense que c'est difficile. On peut employer par contre le terme de lien. Voilà. Et cette échographie, elle va amorcer un lien d'attachement, un lien d'amour, et ce lien, à nouveau, va induire de nouveaux comportements ou l'adoption de comportements plus protecteurs. Valentine a commencé un carnet de grossesse. Clémence chante pour son bébé, alors que Julie, voilà, se dira moins stressée qu'avant. Elle se dit capable maintenant d'oublier son bébé et de prendre du plaisir à le retrouver. Une autre nous dira que c'est à partir de ce moment qu'ils ont commencé à s'aménager des temps à 3. Est-ce qu'on peut penser une ébauche de triadification dès ce moment-là? C'est surprenant. Et donc, un autre point est que l'échographie va libérer des projections et des anticipations. Elle ouvre sur le futur et un horizon de possible, ce qui va amener à ancrer d'autant plus ce bébé dans une perspective temporelle et dans leur vie, au quotidien. On arrive donc après l'échographie des 22, vers la 25e semaine. Donc, lorsqu'il leur est demandé de choisir un moment d'échange avec le fœtus, elles prennent tout un temps de réflexion afin de bien déterminer celui qu'elles choisiront. Ce choix, souvent accompagné de réflexions comme « il bouge souvent, ce n'est pas évident de choisir un moment particulier ». Les moments choisis, au final, seront assez proches dans le temps et elles parviendront sans grande difficulté à en isoler un. Elles entrent facilement en évocation et les récits seront généralement fluides, précis et chaleureux. Tout au long de l'entretien, elles manifestent en même temps un état d'attention à l'égard du bébé. Donc ça pourra donner lieu à des courtes interruptions durant lesquelles elles pourront se tourner vers leur ventre, le palper, s'adresser au bébé, tout en essayant de me faire part aussi là, de ce qu'elles sont en train de vivre. C'est pas pour autant qu'elles sont envahies par ce bébé. Alors, elles identifient différents types de sensations, différents mouvements qu'elles associent ou non. 3 types de mouvements. Les coups, avec des descriptions assez fines, plus ou moins brefs ou secs, rapides ou lents, espacés ou rapprochés, appuyés ou non. Elles usent beaucoup de métaphores, ce qui facilite aussi la compréhension. Marie, par exemple, utilise l'image du nageur qui, pour se relancer, s'appuie sur les parois de la piscine. Clotilde dit que ça résonne dans l'estomac comme un voisin qui tape sur le plafond.
Donc les coups, les vagues, des sensations moins franches que les coups, des mouvements de déplacement intra-utérins. Pauline décrivant un mouvement d'ondulation sous la peau. Clémence de dire que c'est comme des doigts qui courent sous la peau, c'est très doux. Certaines associeront cette sensation de déplacement avec le déplacement du liquide amniotique, qui, selon elles, amplifie le ressenti du mouvement du bébé. Marie, notamment, l'illustrera par le déplacement de l'eau lorsqu'une personne plonge dans une piscine. Et le hoquet. Alors, bien qu'il ne s'agisse pas d'un mouvement à proprement parler, il est systématiquement évoqué. Hoquet que Clotilde décrit comme un petit tressaillement irrégulier, assez long et sympa. Alors, ces mouvements sont parfaitement intégrés par ces femmes, clairement identifiées et localisées. Elles font part avec clarté de leur moment d'apparition et notamment de leurs variations. L'amplitude, l'intensité, la fréquence sont contingents également à l'évolution de la grossesse. Voilà. En fin de grossesse, un bébé a moins de place, par exemple, pour se mouvoir qu'à mi-grossesse. Le mouvement est intégré et rapporté au bébé, si bien que ce n'est pas juste un pied ou une main qu'elle ressente. Hein? Quand vous serrez la main, c'est pas juste la main que vous serrez. Cette main, elle appartient à un autre. Moi, j'espère. De la même façon, quand elle ressente un coup de pied, voilà, c'est le bébé. Outre les mouvements, il y a également la sensation du bébé à l'intérieur qu'elles peuvent bien décrire. Marie utilise cette image qui est assez chouette, je trouve, qui essaie d'expliquer à son amie ce que ça peut faire, et elle lui dit c'est comme quand la chienne de tes parents vient se mettre en boule derrière le siège conducteur de la voiture. Voilà. Alors, le bébé et ses mouvements sont identifiés de manière interne, in utero, mais le codage sensoriel se fait également avec d'autres modalités. Alors ici, le toucher va occuper une place primordiale. Les mains posées sur le ventre donc vont servir autant à percevoir le bébé, une position d'écoute, qu'à caresser le ventre et le bébé. Donc là, on n'est plus dans les mouvements affectifs, qu'à le palper, chercher, ressentir plus précisément le bébé. Donc là, on est plus dans des mouvements d'exploration. Le toucher va aussi se révéler être un mode de communication privilégié. Là encore, les descriptions sont assez riches et permettent aussi de se rendre compte que le codage est polysensoriel. Hein, et que c'est l'utilisation de ces différentes modalités sensorielles qui permet une intégration et dans le corps et dans le psychisme de la femme, du fœtus, du bébé. Je leur ai demandé d'identifier plus en détail la provenance des sensations. Avec quoi elles sentaient, d'où venait la sensation. Les sensations sont le plus souvent décrites comme à fleur de peau. C'est comme si je l'avais sur mon ventre posé dessus et que je pouvais déterminer. Des fois, j'ai l'impression qu'elle a ses mains et qu'elle gratte le bord. C'est assez précis. En plus, je suis complètement le mouvement. En fait, j'ai l'impression qu'elle est juste derrière. La peau est souvent assimilée à une membrane entre elle et le fœtus. De fait, beaucoup de sensations sont localisées au niveau de la peau. C'est comme si on appuyait dans le sens inverse, dira Marie. Les sensations provenant de l'utérus sont beaucoup moins évoquées ou évoquées comme étant plus douloureuses. Clotilde finira par nous dire qu'on sent que c'est un organe. Elles établissent une cartographie de leur ventre. Différentes zones de sensibilité. La zone de sensibilité optimale correspond grosso modo au bandeau de grossesse, hein, avec des sensations beaucoup plus fortes sur la face ventrale et qui diminuent progressivement en allant vers les flancs. Donc là encore,
ces femmes font part de systèmes proprioceptifs et somesthésiques extrêmement opérants qui leur permet de discriminer de manière fine et de coder très précisément ce qu'il en est des mouvements du bébé et ce qui va participer du développement d'une conscience de ce bébé. Et dans ces grossesses, l'ensemble de ces femmes fait part aussi de moments où elles prennent le temps. Et ça, je trouve que c'est important, ça fait écho à ce qui était échangé aussi avant l'intervention, cette nécessité de prendre du temps. Des temps qui sont plus ou moins ritualisés. Hein, au lever ou le soir, souvent, au même endroit, dans la même position, elles se consacrent, elles se dédient à leur bébé. Et durant ces temps, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a une disposition psychique qui est similaire à celle observée durant l'échographie, une sorte de temps de silence cognitif. Alors, peut-être que je vais conclure à cet endroit sur ce temps de silence cognitif. Je vais faire un ultime retour à une notion, mais aussi à un pionnier de la périnatalité, donc Michel Soulet, et à cette notion qu'il a développée et qui a été écartée un peu tôt, je pense, qui est l'IVF, l'interruption volontaire de fantasme. Alors, il l'a écarté en redonnant toute sa place à la vie fantasmatique, seulement, je pense qu'il y a des questions méthodologiques qui se posent et qu'il aurait été intéressant. Alors moi, je n'ai pas trouvé, et maintenant, voilà, c'est trop tard. Je n'ai pas trouvé la façon dont il avait fait ce recueil des données. Seulement, ce qu'on peut supposer, c'est que ce temps de silence cognitif, il fait écho à l'IVF. C'est le cas de le dire, oui. Donc peut-être qu'il y aurait des nouvelles recherches à mener en ce sens-là. Et surtout, ça me semble d'autant plus important que même si ces temps de silence cognitif sont restreints, ponctuels, ils semblent aussi participer à un ancrage significatif de l'enfant, du bébé, dans le corps de la femme enceinte, et donc participer grandement au développement quand même de cette conscience du bébé. Et le fait que beaucoup de recherches sollicitent plus l'imaginaire parental qu'elles ne s'intéressent à la concrétude de ce qui se passe, on peut se dire qu'effectivement les résultats nous amènent du côté de l'imaginaire, alors qu'il y a peut-être quelque chose d'autre qui n'est pas moins important, mais qui demeure à explorer. Donc, voilà, peut-être que certains étudiants s'empareront de cette question et que, voilà, il faut remettre cette notion comme un ouvrage sur le métier pour le retravailler encore et encore, à l'image de la mer et du Jodi, qui, jour après jour, dans le port de Tréguier, capitale historique du Trégor, se rencontrent. À Tréguier, là où il fait bon faire de la science, mais aussi venir en vacances. Je vous remercie. Il y a énormément à dire. Donc une première partie, Ribot, Renan, philosophie et science, la main dans la main. Et puis une rupture où science et philosophie ne sont plus effectivement bonnes amies. Et puis une psychanalyse pour qui philosophie et psychanalyse ne vont pas non plus ensemble. La phénoménologie, elle,
organise les retrouvailles entre la philosophie et les sciences. Et c'est vrai que Husserl est extrêmement touchant de ce point de vue-là, parce qu'il a mené cette ambition de manière très haute. La chair est là, et on le sentait bien dans tes derniers témoignages à l'égard de ces femmes, c'est-à-dire qu'une approche phénoménologique pour envisager le discours de femmes qui parlent de l'enfant du dedans, ça marche bien. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la chair vivante, si essentielle en phénoménologie, elle est au premier plan. Or, la psychanalyse a souvent été phobique de cette corporéité. Et un certain nombre d'analystes dont je fais partie, tu en connais d'autres, ont beaucoup puisé dans la phénoménologie parce qu'elle avait justement occupé le terrain d'une zone trop souvent scotomisée, refoulée, déniée par la psychanalyse, et en particulier une psychanalyse française. Alors c'est pas vrai de l'hypso et de la psychosomatique, mais c'est vrai quand même de beaucoup de psychanalyses intellectualisantes qui sont taxables de positions phobiques à l'égard de la corporéité, là où la phénoménologie, effectivement, se roule dedans, si j'ose dire. Alors, après, allons tout de suite à périnatalité et phénoménologie. Alors, il y a une notion, je ne suis pas sûr qu'on en avait parlé précédemment quand tu étais au séminaire, mais elle est vraiment pour moi très essentielle. Colvin Trevarten en a fait beaucoup, mais faussement salué, attribué, alors que c'est un type qui s'appelle Stedt Braten qui l'a avancé, c'est la notion d'autre virtuel. C'est-à-dire l'embryon fœtus dans une perspective intersubjectiviste phénoménologique comme porteur intrinsèquement d'un autre virtuel. Et donc ça recoupe bien à ce que tu disais tout à l'heure de une émergence consciente, si proto-consciente soit-elle, si primaire soit-elle, qui est, comme Brentano le montre bien, avec une intentionnalité. Et donc, imaginez que cette intentionnalité, elle est en direction de notre virtuel, ça colle bien. Alors après, moi, la question que je te poserai, c'est effectivement pourquoi est-ce qu'à ce moment précis, où on pourrait imaginer bien sûr une conscience parentale qui, comme tu l'as bien développé, est un chantier d'humanisation, d'altérisation de l'autre virtuel à l'horizon, mais pourquoi ne pas imaginer simultanément, c'est ce que j'ai essayé de faire avec mon histoire de relation d'objets virtuels, pourquoi ne pas imaginer la simultanéité des proto-représentations de conscience du côté du fœtus et du côté des parents, c'est-à-dire dans la simultanéité. Pourquoi ne mettre le focus que sur la naissance de la conscience parentale, alors que je pense que tout ce que tu nous dis, en particulier à partir de la proprioception maternelle, montre bien, c'est aussi pour ça que je serais un peu sceptique à ton refus de relation au profit de lien, une certaine forme de mutualité. Alors une mutualité motrice, une mutualité que la mère, le père, s'il fait de l'autonomie profane ou officielle, va pouvoir s'approprier, mais quelque chose qui en tout cas va être tiré vers le haut par la conscience parentale, qui elle objectalise, dira le psychanalyste, et humanise, dira l'anthropologue, mais qui peut être tout à fait, me semble-t-il, compatible avec les proto-émergences sensorielles, de proto-conscience sensorielle. Moi, tu le sais, je n'ai rien à faire d'un fœtus anthropomorphisé, adultomorphisé, qui aurait une réflexivité, une métaconscience, mais que par contre il y ait, comme chez certains mammifères, une conscience sensorielle émergente, ça je le crois bien volontiers. Donc pourquoi tu ne la joues pas dans quelque chose qui serait plus dans la réciprocité? Bon, je suis entièrement d'accord avec toi. C'était un parti pris de se centrer oui. Ici sur ce rapport des chairs qui me semble avoir été négligé. Voilà. Donc, bien entendu que même, il faut aller plus loin, parce que là, mon propos était, somme toute, je ne veux pas dire simpliste, mais simplifié, oui. Et que cette conscience, elle se développe aussi, ben voilà,
en lien avec la narrativité, la fonction réflexive du parent, qu'elle s'intègre dans des processus beaucoup plus complexes. Voilà. Mais là, voilà, mon propos de ce soir, l'idée c'était davantage de mettre le focus côté corps, parce qu'il me semble voilà, que c'est peu étudié. Je te donne une micro-vignette. Séance de préparation, il y a 15 jours, maternité de Versailles. Donc on est une quinzaine, il y a 2-3 hommes, une majorité de femmes, il y a chère Edwige Stotzenberg, sage-femme, et moi-même. On parle du déclenchement de l'accouchement. Donc, il y a un certain nombre de femmes qui disent que c'est de l'horreur, que ça dérange le fœtus, que de toute façon, il y en a une qui est assez informée, manifestement qui a fait des études de biologie, qui dit mais le déclenchement naturel c'est une négociation de la synchronisation, de la rythmicité du bébé et de la maman, ce qui est vrai sur le plan humanitaire, c'est ça qui fait le déclenchement normal. Et puis à un moment donné, il y a une femme qui est là comme ça, les deux mains posées sur son ventre bien rond, et qui dit ah ben lui, il n'est pas d'accord avec les déclenchements. Elle regarde son ventre, elle est enceinte, et elle interprète le fait qu'il vienne taper comme ceci, comme cela, comme signifiant que lui, il est contre le déclenchement de l'œuvre. Bon. Ça, moi, je pense que c'est vraiment... Alors, on n'est pas à 3 mois. Je pense qu'elle était à 6-7. Mais on est vraiment dans une illustration de ce que je pense que tu nous dis et dont tu m'as convaincu depuis belle lurette, mais qui est vraiment très essentiel. Et c'est là que la phénoménologie a sa carte à jouer, parce que ce n'est pas le moment d'avoir des phobiques du corps et de la chair. C'est-à-dire que et c'est bien ça qui manquait, je l'ai charrié si souvent à Michel Soulet avec son enfant imaginaire, c'était une pensée de bonhomme qui était passée à côté de la proprioception d'une femme qui a vécu la grossesse et qui sait ce que c'est que cet échange intime, c'est bien le cas de le dire, entre les mouvements fœtaux et la proprioception maternelle. Ça c'est aussi intéressant, moi je l'avais observé du côté des pères. Aussi. Donc il se passe aussi un tas de choses de ce côté-là. Après, moi, l'enjeu qui me semble y avoir derrière ça, c'est notamment en termes de prévention. C'est-à-dire qu'à partir du moment où se développe une conscience d'un autre, on peut imaginer qu'il y a effectivement adoption de comportements protecteurs ou changement d'hygiène ou violent. Non, mais justement, c'est là où la conscience, voilà, c'est cette reconnaissance de l'autre au même titre que soi. Voilà. Et ça me semble quand même être une piste particulièrement intéressante à explorer. Alors il y a une autre notion à laquelle je pensais aussi qui est intéressante et qui est peu développée ici, c'est l'attachement fœto-parental, qui est extrêmement développé outre-Manche et outre-Atlantique, en Australie aussi je crois, dont on parle peu, mais qui du coup aussi s'intéresse à toutes ces questions-là d'attachement et notamment dans des perspectives de prévention. Le miroir négatif, le miroir tragique, c'est la mort prénatale. Je dis toujours que mes meilleures enseignantes de ce dont tu nous parles ce soir, ce sont les femmes endeuillées qui ont perdu un enfant du dedans. Alors là, tu es en formation permanente, tu es en formation professionnelle. Parce que quand tu as une femme sensible, intelligente, du cœur et de la raison, qui essaye d'expliquer ce qu'elle vit dans ce deuil si particulier, alors là, tu es à l'école. C'est-à-dire que là tu ne peux plus jamais entendre cette idée que le fœtus est jusqu'à la fin de la grossesse une extension narcissique du corps propre de la mère. C'est pas possible. Il y a un travail d'objectalisation. Toi, tu dirais avec tes outils phénoménologiques, l'altérité potentielle de l'enfant à naître est vraiment au travail. Et la preuve vraiment redoutable et tragique, c'est qu'effectivement, quand en chantier, cet humain potentiel en chantier
dont la conscience parentale est un des signes extérieurs, s'interrompt, meurt. Donc, le travail de deuil est incroyablement authentifiant, et il n'y en a pas de pareil, de ce dont tu nous parles ce soir. Quand cette conscience parentale est en deuil, et dans un deuil qui est très contrasté avec deuil et mélancolie, et avec ce qu'on a l'habitude, à juste titre, de décrire dans le deuil d'un objet total, quand on perd un être cher autour de nous, le deuil prénatal est très particulier. Avant de nous quitter pour cette année, je te remercie infiniment, Samuel.